En tant que professionnel du droit, il est difficile de s'improviser créatif ou designer. Pour apprendre le legal design, il faut décider qu'on souhaite commencer cette aventure. Parce que ça va être une aventure où vous allez vous redécouvrir vous-même. Ça va être une belle aventure formidable, j'en ai aucun doute. Le design, c'est relativement facile à comprendre de manière intellectuelle, mais ensuite, mettre en pratique, c'est toute une autre histoire. L'objectif aussi, c'est de collaborer et donc de pratiquer avec d'autres professionnels pour pouvoir utiliser les outils, les techniques. Une méthodologie qui permet d'innover dans le secteur juridique. Poser la question à qui est destiné le legal design et est-ce qu'on peut tout designer pour le secteur juridique? Moi, je dirais oui, on peut tout faire et après, vous allez voir des illustrations. Maintenant, d'application du legal design, il n'y a pas de design. Donc, il y a le legal design qui est appliqué au support juridique. Quel que soit le support juridique, il peut être repensé pour qu'on donne la meilleure version de ce support juridique au client ou à l'utilisateur final. Donc, on a les contrats, les conclusions contentieuses, les codes de conduite, les notes d'information juridique, les formations, et même un email, il peut être restructuré et redesigné pour qu'il soit plus pertinent. À un niveau plus avancé, le legal design peut être appliqué aussi à des outils et à des services juridiques, comme par exemple créer des plateformes pour le suivi des affaires par les clients, par nos clients, ou pour par exemple les départements juridiques, automatiser le cycle de vie des contrats. Alors, le legal design, c'est, moi je dirais, l'arrière-fond des legal tech, des startups qui immergent dans le secteur juridique, parce que tout commence avec un besoin de l'utilisateur. Donc, je reviens à la question précédente, comment on fait du legal design? Il y a 3 étapes à suivre. Comme on l'a vu, le legal design se base sur la méthodologie du design thinking et c'est l'application de cette méthodologie au contexte juridique. On a 3 principes juridiques. D'abord, l'empathie. C'est vrai que c'est un terme qui est un peu étranger à nous, juristes, avocats, d'être empathique, mais c'est très important d'avoir ce nouveau skills ou cette compétence qui est l'empathie, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'utilisateur. Je prends un exemple très simple. On oublie souvent dans les conclusions contentieuses qu'on a devant nous un juge qui a sa propre réalité, ses propres contraintes et qui, parmi nous, n'a pas soumis des conclusions avec, allez, on va dire plus qu'une dizaine de pages pour certaines affaires complexes. Et on n'a jamais pensé comment va être la réaction du juge. Pour nous, notre travail, notre obligation, c'est de donner un argumentaire juridique. Certes, mais est-ce que c'est efficace pour le juge? En 2017, juste pour info, une étude a été menée pour savoir en France, quelles sont les attentes des juges français par rapport aux avocats. Et je peux vous dire que plus de 94% des réponses ont répondu par un besoin de concision.
le juge ou le magistrat, il a besoin de clarté des propos. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de gagner de temps, il a beaucoup de dossiers à traiter. Et nous, en tant qu'avocats, on a besoin d'en pâtir et de prendre en considération, lorsqu'on prépare nos conclusions, de tenir compte de notre utilisateur final, parce que dans la chaîne contentieuse, notre utilisateur final, c'est le juge, en fin de compte. Donc, l'empathie, c'est un des éléments clés qui permet d'aboutir à un produit qui est les conclusions contentieuses plus efficaces que celles qui sont élaborées de manière classique et traditionnelle. Et après, je vais vous montrer une illustration du legal design dans l'aspect contentieux. La collaboration aussi, hein, nous, en tant que juristes, je m'identifie puisque j'en fais partie, c'est pas aussi facile d'être ouvert à d'autres secteurs scientifiques, psychologiques, et certains dossiers ou certains sujets nécessitent la collaboration. D'ailleurs, lorsqu'on adopte le legal design, on a souvent besoin d'être accompagné par un designer. Parce que c'est, comme vous l'avez vu, ce n'est pas uniquement du graphique et de l'esthétique, c'est tout un processus de réflexion que seul un designer connaît. Et enfin, l'expérimentation. Là aussi, on n'est pas très fort et on a besoin de changer de mindset. On n'est pas habitué à accepter, on va dire, l'erreur ou l'échec. Or, l'erreur et l'échec sont un vrai enrichissement qui va nous permettre, comme on l'a vu tout à l'heure, d'aller d'une situation primaire vers une situation améliorée. Et ça ne passe qu'avec l'expérimentation. Donc, il est important d'adopter, on va dire, ces principes-là, et c'est avec la pratique, hein, ce n'est pas quelque chose d'impossible à atteindre. Ensuite, il est important de suivre le processus de réflexion en 6 étapes. Alors, ce sont les mêmes étapes qu'on utilise dans la réflexion du design thinking, mais appliquées au secteur juridique, au contexte juridique. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, comprendre l'utilisateur. Qui est mon client? Quelles sont ses habitudes? Quelles sont ses contraintes? Comme je viens de l'expliquer, des fois, on a besoin de se mettre à la place du juge. En tant qu'avocat, on doit se mettre à la place des directions juridiques qui sont nos principaux clients. Et ça ne serait pas intéressant de leur soumettre un avis juridique d'une douzaine de pages où la réponse à leur question elle est éparpillée et qui n'est pas claire, alors qu'eux, ils ont besoin d'une réponse bien précises qu'ils vont utiliser lors d'une présentation à leur comité de direction, par exemple. Donc, il faudrait tenir en compte toute cette réalité de l'utilisateur final. Et ensuite, définir le problème. Alors, définir le problème, c'est de se poser la question quel est le vrai problème de l'utilisateur et non pas uniquement le problème juridique. Comme je l'ai dit, à part la question juridique posée par un département juridique à un avocat, c'est le souci d'une réponse claire et on peut arriver à définir le problème. On se base sur les informations qu'on a collectées et des données qu'on a collectées à la phase de compréhension et d'empathie avec l'utilisateur. Ce qui importe, c'est le point de départ qui est l'utilisateur et de connaître son véritable besoin. Donc, les 2 premières étapes, elles sont cruciales pour arriver à un service satisfaisant comme tu l'as mentionné. Alors, le troisième axe pour faire du legal design, adopter un esprit créatif.
Et comme vous allez le voir, il n'y a pas de limite à la créativité. D'abord, la créativité, c'est l'imagination, mais de manière rapide. Trouver une solution ou un produit qui soit original, nouveau et surtout pertinent, c'est-à-dire il répond aux besoins de l'utilisateur final. Et créativité ramène à l'imagination, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est l'utilisateur. On peut choisir n'importe quel support à condition qu'il répond aux besoins et qu'il satisfait le besoin du. On va le voir, là on passe à la partie illustration. Donc, comme vous le voyez, d'une simple organisation d'un sommaire d'un contrat. Il y a eu beaucoup d'études scientifiques menées sur l'importance de la visualisation. Lorsqu'un texte il est présenté sur un support visuel, il est 40% plus assimilable qu'une information sur un support classique. Et le cerveau, il assimile 60 000 fois plus rapidement une image qu'un texte. Donc, ça, c'est pertinent comme information. Et le Legal Design adopte cette approche visuelle, mais pas uniquement, hein, parce que là, on voit une simple restructuration du même contenu. Alors, plus élaboré aussi, beaucoup de cabinets d'avocats qui adoptent le format d'infographie pour passer une information juridique, là, en l'occurrence, comment créer une entreprise en ligne. C'est clair, c'est percutant et ça parle à tout le monde. Mais c'est que ça fait gagner du temps. De plus en plus, les gens ont moins le temps de lire ou alors ils lisent une telle quantité d'informations avec maintenant ce qu'il y a sur le web, ce qu'il y a en ligne. Exactement. Avec le flux d'informations juridiques qu'on est en train de recevoir, même nous, professionnels du droit, on est parfois dépassés par notre illustration du legal design. Les conditions générales d'un bon de commande, c'est le cabinet français Hammurabi qui a fait le travail pour la société Airbus. Juste pour vous dire que plusieurs clients de renommée adoptent aujourd'hui le legal design comme un autre moyen de revoir leur contrat ou des documents complexes. Une des illustrations dont je vous ai parlé, les conclusions contentieuses que j'ai faites moi-même, donc comme vous le voyez, c'est en arabe. L'affaire, elle était un peu complexe parce qu'il s'agissait d'une affaire contentieuse en droit foncier. Et comme vous le savez, c'est déjà une matière très compliquée à comprendre. Et beaucoup d'entre nous seront d'accord. Hein. Absolument. Donc, après une année de procédure, le juge nous convoque, avocats et parties, et il est clair, il nous transmet son incompréhension, sa difficulté à comprendre de quoi il s'agit et quelles sont les demandes. Donc, on est parti de conclusions basiques, même si on a un peu introduit un tableau, un cadre pour bien présenter la demande, mais rien n'y fait, ce n'est pas efficace. Et puisque j'ai pris connaissance du legal design, j'ai sauté sur l'occasion pour le mettre en application. Et dans une audience, j'ai présenté un résumé de mes conclusions avec ce document. Comme vous le voyez, j'ai présenté d'abord les parties parce qu'il y avait plusieurs héritiers en utilisant l'arbre généalogique, par exemple. Et ensuite, j'ai restructuré les lots objets du partage. Et ça a été, comment dirais-je, magique. Oui, c'est le mot. C'était vraiment magique parce que l'audience d'après, le juge, il a adopté nos demandes de nommer un expert, etc. Et la situation, une pertinence dans l'information, un gain du temps pour notre client final ou utilisateur final qui est le juge.
Et dans ce travail-là, je me suis faite accompagner d'un designer pour dire que le process du legal design, c'est aussi se faire accompagner par des professionnels de différentes disciplines. Là, c'est une autre illustration, moi je dirais très poussée du legal design. Ça se passe en Afrique du Sud. C'est une entreprise de collecte d'oranges qui, pour rendre son contrat efficace aux ouvriers qui souvent n'ont pas une connaissance excusez-moi, une connaissance très poussée du droit, a adopté ce format-là pour expliquer certaines clauses importantes comme les obligations des ouvriers. Donc là, on voit aucun mot juridique, c'est uniquement des images sous forme de bande dessinée. Donc, excellent, c'est un joli modèle de vulgarisation en fait. Il y en a beaucoup qui utilisent le legal design dans le but de vulgariser, c'est-à-dire vraiment à destination du grand public. Une de mes partenaires au Maroc, donc, qui fait ce travail de vulgarisation qui s'appelle, c'est une médiathèque qui s'appelle lajuriste.ma et qui a été donc approchée par des institutions publiques pour qu'elle fasse ce travail-là pour les institutions à destination du grand via le legal design. Pour à titre d'information, je l'inviterai peut-être plus tard, si elle est là. Je pense qu'elle fait partie des participants. Je l'inviterai plus tard à nous témoigner de son expérience à ce niveau-là au Maroc. Et Dora, merci, c'était juste une petite parenthèse. En plus, un des objectifs du legal design, c'est de donner accès à cette catégorie-là de personnes au droit, tout simplement. Et certainement, ça passe par la connaissance et l'identification de leurs droits à partir de documents juridiques comme le contrat, jusqu'à atteindre l'accès à la justice. Donc, le legal design, il participe à ça. On peut vraiment commencer à faire du legal design, d'abord reconnaître son côté créatif. Et oui, nous, professionnels du droit, on a ce côté-là créatif, il faut juste le laisser s'exprimer et être ouvert au changement. Aussi se doter d'un esprit ouvert à d'autres disciplines et au travail collaboratif, mettre l'utilisateur au centre de tout le processus pour comprendre ses besoins, ses difficultés et pour améliorer notre service et la solution qu'on lui propose. Et enfin, utiliser le langage clair, éviter au maximum le jargon juridique. Bien sûr, on reste des professionnels du droit, donc Toujours dans le droit. oui, sans faire perdre au support sa teneur juridique. Et c'est faisable, hein. Comme je l'ai montré dans les conclusions contentieuses, ça reste un document juridique. Donc, faire simple, mais pas simpliste. Donc, Nous te voilà. remercions beaucoup, Dora. Merci beaucoup pour ton intervention et pour tous ces éclairages très pertinents. Je pense que là, on est à la fin de notre première partie, qui est censée nous apporter un éclairage dans les grandes lignes de ce que représente le legal design. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le chat. Et là, je passe immédiatement la parole à Tessa Manuelo, qui est une experte de renom en matière de legal design. Donc Tessa, s'il te plaît, veux-tu bien te présenter aux participants et nous décrire un peu ton parcours professionnel et la manière dont tu as découvert le legal design il y a quelques années déjà de ça. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, Nala. Bienvenue. Et félicitations à Dora pour cette belle présentation. Alors, mon nom est Tessa Manuelo. Je suis française et canadienne. Je suis très investie dans le legal design et notamment l'éducation du legal design afin de pouvoir aider les professionnels du droit du monde entier à prendre connaissance de cette méthodologie, connaître les outils, les techniques et surtout pratiquer pour que ensuite ce soit plus facile de le faire par soi-même, que l'on soit en cabinet d'avocat ou en direction juridique ou que l'on souhaite prendre le chemin entrepreneurial
qui est maintenant quelque chose qui devient de plus en plus, peut-être pas encore commun, mais de plus en plus répandu. Et donc, je pense que j'ai été invitée ici pour partager un petit peu sur mon expérience, mais surtout sur mes insights, donc les trucs et astuces qui vont pouvoir vous aider à vous mettre en chemin si c'est quelque chose qui vous intéresse de faire le Lego design. Je vois qu'il y a eu plusieurs questions dans le chat, mais je laisse Nala, maîtresse de cérémonie, me poser les questions qu'elle souhaite afin qu'on réponde le plus possible à vos besoins et à vos questionnements. Alors, première question, qu'est-ce qui explique cet engouement pour le Lego design? Et est-ce que c'est une tendance ou est-ce que c'est un réel besoin? Alors, excellente question. Le Lego design, dans certains pays du monde, commence à prendre le vent en poupe. C'est-à-dire qu'il y a un effet mouvement. Plusieurs avocats, juristes et même juges s'intéressent au Lego design. Et on a vu des cas quand même historiques en Australie et aussi au Brésil. En Australie, c'était un palais de justice, une cour de justice qui a décidé de redesigner le bâtiment au complet afin de le rendre beaucoup plus chaleureux pour que les personnes puissent se sentir moins, disons, stressées, plus sereines lorsqu'elles vont dans le tribunal de justice. Donc là, c'était un cas de design vraiment du bâtiment pour faire en sorte que le bâtiment soit plus chaleureux. Mais il y a eu des cas comme au Brésil où le Lego design a été officiellement endorsé par la magistrature avec une résolution qui a été adoptée cette année, incitant le pouvoir judiciaire à utiliser autant que possible les recours visuels pour pouvoir communiquer l'information au public et faire en sorte que cette information-là soit accessible et accessible en ligne, donc idéalement sur des plateformes numériques. Et donc, ça, ce sont deux exemples très concrets qui démontrent que cette tendance-là est pour rester, puisqu'il y a des endorsements formels, et ça répond à une des questions qui a été posée dans le chat plus tôt. Maintenant, dans les autres pays, alors il y a certains pays qui sont plus avancés parce qu'il y a une culture de design. Par exemple, les pays nordiques, d'Europe du Nord, il y a une culture de design qui est très imprégnée. Je pense que vous connaissez tous IKEA. Puis toutes les autres ingéniosités que les pays d'Europe du Nord ont pu créer, la Finlande, la Norvège, même le Danemark. Donc, il y a cette culture de design qui est très imprégnée. Et donc, il y a des cabinets qui ont ouvert il y a plusieurs années de cela, qui sont entièrement dédiés au Lego design. Mais cela ne veut pas dire que si on est dans une juridiction où le Lego design est moins connu, que ce n'est pas impossible. Et je pense que l'exemple de Dora Harar est vraiment très parlant. Les conclusions qui ont été soumises sous la forme de textes traditionnels n'ont pas permis aux juges d'avoir une compréhension suffisante du dossier pour pouvoir prendre une décision. Et le déclic, ça a été de transférer ce texte en infographie pour pouvoir permettre aux juges de bien comprendre la situation. Donc, je pense que lorsque l'on bâtit sur ces histoires à succès, ce sont des histoires à succès parce que cela démontre que le Lego design est efficace, et bien ça devient beaucoup plus facile ensuite de convaincre d'autres professionnels, voire même les autorités, que le Lego design est quelque chose qui est vraiment utile. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour rendre le droit nécessairement beau. Alors, on peut aussi mettre de l'esthétique dans le Lego design, évidemment. Je pense qu'il y a une belle opportunité d'ajouter une couche esthétique supplémentaire, mais ce n'est pas l'objet du Lego design. L'objet, c'est vraiment de comprendre les besoins de son client et de faire en sorte de répondre du mieux possible aux besoins du client. Et donc, avoir des contrats avec plus d'images peut être pertinent dans certains cas, peut-être moins pertinent dans d'autres cas, mais dans d'autres cas, ça peut être plus pertinent d'avoir un contrat numérique qu'un contrat papier, un contrat automatisé plutôt qu'un contrat, encore une fois, qui reste un peu sur du papier. Donc, l'idée, c'est de comprendre qui est notre client
et de répondre du mieux possible à son besoin. Le son. Là, on ne t'entend pas? Tu es sur silencieux? Pardon. Justement, Tessa, ce que peut-être la majorité d'entre nous voudrait savoir, est-ce que le besoin est réel? Est-ce qu'il est général? En fait, ce besoin de vulgarisation, d'accéder plus à la matière qui a toujours été un peu intelligible, un peu difficile à décoder pour les non-professionnels. Donc, est-ce que tu penses que le justiciable d'aujourd'hui manifeste ce besoin de vulgariser à travers le legal design? Oui, il y a deux éléments à cette question très importante. Il y a d'une part les utilisateurs, donc les justiciables, les consommateurs entre guillemets du droit, que ce soit des personnes privées ou des entreprises, voire même des grandes entreprises, y compris des directions juridiques. Et d'une autre part, il y a les professionnels du droit. Et donc là, je vois d'ailleurs dans les commentaires beaucoup de questions concernant la validité de ces contrats, quelle pourrait être l'interprétation de ces clauses, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que le legal design enlève la rigueur au droit? Eh bien, en fait, il y a une balance qui doit être trouvée entre rigueur et clarté. L'idée, c'est non pas de faire simpliste, mais vraiment de faire clair. Et clair pour son utilisateur. Et c'est ce que les utilisateurs recherchent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a véritablement 2, voire même 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est que pour l'utilisateur, pour les consommateurs du droit, il y a un surplus d'informations. Il y a trop d'informations et les justiciables ne savent pas où aller pour trouver la bonne information au moment où ils en ont besoin. Il y a également un autre problème, c'est que personne n'a du temps. Il faut que le temps à perdre, à chercher, il faut trouver l'information rapidement. Et donc, le fait qu'on a beaucoup de lois, le fait que les contrats soient très longs, les documents juridiques très exhaustifs, et on comprend pourquoi, mais cela fait en sorte qu'avec les nouvelles habitudes des consommateurs, où tout est devenu plus rapide grâce aux technologies, tout est devenu plus simple aussi, parce que l'expérience avec ces technologies fait en sorte que tout devient plus simple. Par exemple, faire ses finances est devenu beaucoup plus simple qu'il y a 10, 15, 20 ans. Il y a des applications qui sont disponibles, il y a une toute nouvelle interaction qu'on a avec nos banques. Eh bien, on est un peu dans cette ère pour le monde juridique. Ce qui s'est passé pour les domaines bancaires il y a 10, 15, 20 ans, eh bien, on commence cette nouvelle ère dans le monde juridique, puisque les consommateurs du droit n'ont pas de temps à perdre et souhaitent l'information le plus rapidement possible au moment où ils en ont besoin. Et donc, l'opportunité, c'est pour les professionnels du droit de comprendre ces nouveaux besoins et de s'adapter pour pouvoir mieux y répondre. Et donc, l'idée, ce n'est pas de faire quelque chose de vite fait et mal fait. Ce n'est pas du tout ça. Le legal design, c'est tout un processus. Et ce processus-là peut s'appliquer parfois en quelques jours. On peut faire la boucle complète que Dora Harar vous a montré. On peut la faire au complet pendant juste un week-end même, c'est possible. À la fin, aboutir sur un prototype d'un nouveau contrat qu'on va tester avec les utilisateurs pour voir si ça répond bien à leurs besoins et aussi, bien entendu, que ça répond aux exigences juridiques. Mais parfois, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et comme c'est un processus itératif, lorsque l'on commence le legal design et surtout qu'on y prend goût, eh bien, on ne s'arrête jamais. On veut toujours s'améliorer, identifier les opportunités d'amélioration pour pouvoir être toujours au devant et non au derrière en fait, de tout ce mouvement qui commence à prendre de l'ampleur partout dans le monde. Oui, oui, je vais répondre à une question et pendant ce temps, tu peux préparer la prochaine. Je vois que Marwa dit dans le chat que le legal design renforce le devoir de l'avocat, du juriste en matière de conseil et d'information à l'égard de son client. C'est vrai. Il y a d'ailleurs beaucoup de cabinets en legal design parce que maintenant ça existe. Dora
à partie le sien. Dans d'autres pays du monde, comme au Québec, il y en a aussi un certain nombre. Eh bien, ça, c'est une brèche, en fait, qui peut être utilisée, vu qu'il y a plusieurs lois maintenant qui demandent à ce que l'information soit claire, concise. Donc, le legal design, c'est une opportunité de répondre à ces exigences législatives et réglementaires. Donc, il y a beaucoup de cabinets en legal design qui ont sauté sur l'occasion, qui ont organisé des webinaires sur comment répondre aux exigences de la loi à travers le legal design, ce qui leur permet d'ailleurs de pouvoir servir un plus grand groupe de personnes maintenant. Donc, Tessa, toi, comment tu apprends le legal design à tes étudiants, par exemple, enfin, ceux qui manifestent le besoin, en tant que professionnel, de maîtriser cette technique nouvelle et de mettre à profit ces nouvelles méthodes voilà. Donc, comment ils arrivent à les mettre à profit? Est-ce que c'est réellement efficace selon toi? Voilà. Est-ce que tu as eu des retours d'expérience de ces professionnels que tu as formés et quelle a été la valeur ajoutée qu'ils ont pu apporter? Alors, pour apprendre le legal design, il faut décider qu'on souhaite commencer cette aventure. Parce que ça va être une aventure où vous allez vous redécouvrir vous-même. Ça va être une belle aventure formidable, j'en ai aucun doute. Parce que vous allez pratiquer. Enfin, c'est comme ça que moi, j'enseigne le legal design par la pratique. La théorie du legal design, c'est relativement facile à comprendre de manière intellectuelle, mais ensuite, mettre en pratique, c'est toute une autre histoire. Excusez. Et donc, l'idée, c'est d'encourager les professionnels du droit à pratiquer et ne pas pratiquer tout seul, parce que l'objectif aussi, c'est de collaborer et donc de pratiquer avec d'autres professionnels pour pouvoir utiliser les outils, les techniques et arriver à quelque chose de concret. Donc, à Legal Creatives, on est entièrement dédié à l'éducation en legal design et tout ce qui est innovation, y compris même on infuse un peu de connaissances sur les technologies parce que cela peut être quelque chose de pertinent. J'ai vu des commentaires de certains participants qui ont demandé est-ce qu'on peut utiliser le machine learning? Oui, absolument. On peut, dans la solution proposée, intégrer du machine learning, l'intelligence artificielle, le blockchain, toutes ces technologies, l'automatisation, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Parfois, une solution juste designée peut être parfaitement pertinente et suffisante en soi. Mais l'idée, c'est de pratiquer comment être empathique. Donc, un des outils les plus pertinents, c'est de faire ce qu'on appelle une interview avec l'utilisateur, donc connaître son utilisateur, davantage parler avec lui ou avec elle pour mieux le connaître ou la connaître, connaître ses besoins. Et donc, il y a toute une méthodologie pour faire ces entrevues. Pour tester aussi, il y a des critères qu'on peut utiliser pour pouvoir tester sa solution. Et donc, l'idée, c'est d'être accompagné pour pouvoir bien connaître la méthodologie et pouvoir aboutir à des résultats tangibles qui peuvent être montrés ensuite comme des vrais exemples d'illustration de travail qui a été fait par le professionnel. Plutôt que de rester sur la surface et vraiment juste parler de la théorie, l'idée, c'est vraiment de mettre en pratique pour pouvoir développer son portfolio, ses compétences et sa confiance. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, selon toi, Tessa, la question que je me pose et que peut-être beaucoup de professionnels qui sont présents aujourd'hui à ce webinaire se posent aussi, c'est est-ce nécessairement utile de se faire accompagner par des graphistes ou des designers? En tant que professionnel du droit, il est difficile de s'improviser créatif ou designer, même si le droit, selon moi, reste un art, hein, un art qui demande du travail, de la passion et beaucoup de rigueur. Et il est difficile parfois d'allier rigueur et créativité. Donc, cette juriste, en tout cas. Donc, pour répondre à la question… Que tu nous aides et que tu nous apportes peut-être en éclairage, toi qui fais ça et qui forme des juristes depuis très longtemps. Donc, on t'écoute. Oui, alors en fait, il y a deux volets à la question, donc deux volets à ma réponse.
La première réponse, c'est en ce qui concerne la créativité. Et la deuxième réponse, c'est ce qu'on a besoin de designers. Donc, la créativité, tout d'abord. Lorsqu'on parle de créativité, on ne fait pas référence au fait de devenir un artiste, créateur. On fait plus référence à sa propre capacité à trouver des idées qui sont nouvelles, potentiellement originales, pour pouvoir apporter une solution. Et les exemples que vous avez vus tout à l'heure, avec les contrats sous forme de bande dessinée, avec les illustrations de conclusion avec des graphismes ou des infographies, cela permet de vulgariser le droit, augmente l'accessibilité du droit, améliore énormément la compréhension et tout ça, ça se mesure. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut mesurer l'impact du legal design de manière très précise et concrète en évaluant est-ce que effectivement on gagne en efficacité, est-ce qu'on gagne en compréhension et est-ce qu'on améliore la satisfaction du client. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, mais pour ça, il faut être créatif. Et créatif, c'est donc trouver des nouvelles idées. Ce n'est pas nécessairement devenir artiste. Et ce n'est pas non plus devenir designer. Ceux d'entre vous qui ont peut-être une réticence à designer, ce n'est pas nécessaire pour vous de devenir un designer. Mais ce qui est important, c'est de connaître la méthodologie. Parce que vous ne pourrez pas arriver à un résultat intéressant si vous allez simplement embaucher un designer qui va vous aider à faire du visuel. Parce que le legal design, ce n'est pas juste du visuel, c'est vraiment comprendre comprendre en profondeur quels sont les enjeux de notre client ou de nos clients, de notre clientèle cible, pour vraiment ensuite trouver une solution créative et l'exécuter avec l'aide d'un designer. Donc, le designer va arriver lorsque vous avez quasiment complété la boucle du legal design. Et là, vous allez pouvoir embaucher un designer qui va vous aider à matérialiser cette vision avec un esthétique qui va être en plus intéressant. Mais certains d'entre vous vont peut-être découvrir votre propre créativité et vont peut-être aimer designer. Et donc, il y a des professionnels du droit qui ont découvert que c'est quelque chose qu'ils aiment. Et donc, ils font toute la boucle, y compris le design à la fin. Donc ça dépend vraiment du professionnel, mais ce n'est pas une obligation que de devenir un designer en tant que tel. Ce qui est important, c'est de connaître la méthode, et ensuite trouver les personnes ressources qui vont vous permettre d'aboutir à un résultat satisfaisant. Il y a des cabinets d'avocats qui ont commencé à embaucher des designers parce qu'ils avaient un besoin récurrent de création d'infographies. Et donc, ils ont embauché des designers, un pour commencer, ensuite un deuxième. Au démarrage, souvent, ça commence avec une sous-traitance, c'est-à-dire un freelancer, designer qui va vous aider ponctuellement. Et ensuite, eh bien, ça vous permet de produire des infographies qui peuvent d'ailleurs vous aider à être beaucoup plus visibles en ligne et sur les réseaux sociaux, parce que si vous partagez des infographies, les gens vont adorer, c'est sûr, beaucoup plus que le texte. Donc, ça vous donne une plus grande visibilité sur les réseaux sociaux et en ligne. Et en plus, dans vos processus de travail, vous pouvez les utiliser aussi. Oui, ça donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais… Ça simplifie. En fait, on est dans ce mindset. En fait, c'est vraiment à un moment donné, il faut être réaliste. Le consommateur du droit ou le justiciable plus globalement est devenu un utilisateur d'Internet. Donc, tout est, quand on parle d'utilisation Internet, c'est très visuel, il faut que ça soit facile, il faut que ça soit beau pour que justement ça capte l'attention et que l'information passe. Donc, c'est pareil pour le contenu juridique. Si on veut vraiment transmettre une information juridique via ce canal, il faut s'adapter à ses usages, à ce qu'on appelle un peu marketer un peu son produit ou son offre de service. Donc, c'est l'idée. Comment le faire je pense qu'on vous a donné des petits tips aujourd'hui. Il faut rester, selon moi, concentré sur le fait que c'est d'abord un état d'esprit, c'est d'abord accepter que le droit est en train de changer. Il faut peut-être aller vers un nouveau paradigme qui est celui d'être plus accessible,
via notamment les canaux de diffusion web et d'adopter donc ces nouveaux mécanismes agiles. Donc, il y a des méthodes, soit que c'est une méthodologie essentiellement, et puis c'est des outils, un ensemble d'outils, c'est une boîte à outils. Il faut connaître les outils selon l'endroit où vous êtes, selon votre public, ou je dirais, si vous êtes peut-être, je dirais, intervenant en droit fiscal ou en droit de la famille, ça ne va pas être la même approche, ça ne va pas être le même public, ça ne va pas être donc les mêmes outils que vous allez adopter ou les mêmes peut-être techniques de présentation. Voilà, tout ça, c'est il faut en fait faire un bilan. C'est ce que je vais vous proposer d'ailleurs en fin de webinaire. Je vais vous proposer de faire un petit bilan de performance donc digitale, à savoir où vous en êtes au niveau de cette transition digitale et notamment au niveau au niveau de l'adoption de ces moyens et techniques qui sont devenus incontournables aujourd'hui en 2021. Oui. Notamment j'aimerais rebondir et profiter de l'occasion pour présenter encore d'autres exemples, davantage d'exemples. Et peut-être Myriam va en parler davantage dans un moment, j'ai hâte de découvrir. Pour montrer aussi que le design de documents, pour répondre à certaines préoccupations que vous avez mentionnées dans le chat, ce n'est pas du tout de tourner les coins ronds et de faire vite. C'est vraiment de trouver le meilleur visuel pour pouvoir transmettre l'information à son auditoire. Et ça, c'est un exemple qui a été fait au Pérou. Donc, ça vous montre aussi que c'est un mouvement international. Antonella Pumtriano, qui est membre de notre académie depuis bientôt 1 an, qui a vraiment pris goût au Lego Design, qui a commencé par redesigner comme un projet personnel d'apprentissage lors d'un des challenges. Ça, c'est un décret péruvien qui avait été adopté pour le coronavirus pour pouvoir mettre des mesures en place. Et elle a fait quelques tests et il s'est avéré que 90% des personnes préféraient ce visuel plutôt que le texte. Bon, je n'ai pas le avant, mais vous pouvez imaginer, c'est beaucoup de mots. Et l'information n'est pas vraiment organisée pour faciliter la lecture et la compréhension. D'autres exemples de transformation numérique, comme tu en parlais, Nala, le Lego Design, ça peut s'utiliser aussi comme une méthode pour créer des nouvelles interfaces, des nouvelles plateformes. Et là, c'est Julian Cornelius, qui est un avocat irlandais basé au Brésil, et Arnaud Cervera, qui est un ingénieur et qui travaille avec les contrats dans une grosse organisation en France. Et ils ont fait une collaboration dans l'académie pour développer une solution de résolution des litiges en ligne pour les petits litiges, les petites réclamations qui peut-être prendraient trop de temps ou coûteraient trop cher si on allait à la cour. Et aussi pour pouvoir faire en sorte que l'expérience du client lorsqu'il y a un défaut de paiement ne soit pas l'expérience traditionnelle. On vous envoie une mise en demeure. Bon, ça devient très adversarial en anglais. En français, je ne sais plus le terme. C'est très confrontant, en fait. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de aussi mettre en place une solution qui va améliorer l'expérience client, même quand il y a un problème ou un défaut de paiement, pour garder le client, mais résoudre le problématique de non-paiement autant que possible. Ça, c'est un exemple de contrat qui a été rédigé au Brésil sur une seule page, avec vraiment les informations qui sont les informations essentielles, mais aussi qui deviennent un tout, c'est-à-dire que tout est sur cette page. La date de début, la date de fin, l'horaire, la compensation. Quoi faire en cas de problème. Donc, l'idée, c'est de faire le plus concis possible, mais rester exhaustif et rigoureux. Et c'est possible, mais évidemment, ça prend du travail. Et une fois qu'on est habitué, ça devient beaucoup plus facile. Ça devient seconde nature, en fait. Mais pour ça, il faut commencer… Voilà, c'est des exercices. Là, c'est la solution qui a été développée pour une nouvelle application pour
permettre aux gens de mieux comprendre leur politique de vie privée lorsqu'ils utilisent les applications. Et ça a été une des solutions. Donc, on part avec un problème toujours, on fait le processus et on arrive à des solutions qui sont parfois surprenantes, comme une politique de sensibilisation, une application, et l'équipe française où Dora, tu étais dans cette équipe-là, une application complète. Donc, l'idée, c'est vraiment de se donner l'opportunité d'expérimenter, de découvrir qu'est-ce qu'on peut créer avec cette méthodologie, que ce soit du visuel nouveau, que ce soit une solution, une plateforme, et ensuite de mesurer avec ses clients et ses utilisateurs combien on gagne en efficacité, en compréhension, en compliance aussi, hein, pour que les gens puissent vraiment adhérer. Adhérer, exactement. Et donc, nous, c'est ce qu'on enseigne à Legal C'est ce qu'on recherche. Hein. Voilà. L'idée, c'est de faire une éducation du legal design qui soit engageante. On applique les mêmes concepts. On veut que ce soit engageant, on veut que ce soit clair, on veut que ce soit facile d'application. Et donc, on s'efforce le plus possible à faire ça. Je dirais engageant. J'ajouterais engageant en parfaite connaissance, en fait, en étant aligné, en fait. C'est ça la difficulté, c'est que le produit que tu offres en tant que professionnel du droit n'est pas toujours aligné avec le besoin du justiciable qui est souvent d'être en manque de compréhension. Il a toujours, moi en tout cas de ce que j'ai tiré de mon expérience en tant que praticienne, c'est que les justiciables se sentent toujours dans une position qui est gênante vis-à-vis de leurs conseillers juridiques parce que il y a ce malaise où ils ont l'impression de ne pas trop comprendre, où ils ont l'impression en posant des questions de le gêner et lui aussi. Donc voilà, il n'y a pas d'alignement et c'est cet alignement, je pense, qui est nécessaire à réaliser. Oui, puisqu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus éduqués du fait que tout est disponible sur Internet. Donc, on peut trouver beaucoup d'informations, mais on trouve trop d'informations. On cherche une information précise et comment la trouver? Ben, c'est ça l'enjeu et c'est ça l'opportunité du legal design. Et donc, à la fin du mois, on donne une certification en français, ce qui est nouveau parce que toutes nos formations jusqu'à présent, ça a été majoritairement en anglais sur la plateforme Legal Creatives. Et parce qu'on croit à l'accessibilité de cette méthode, eh bien, l'accessibilité, ça passe aussi par la langue. Donc, on a décidé de faire une première certification en legal design. C'est notre première édition en français. On l'a fait en anglais plusieurs fois. Ça fait bientôt 4 ans que la plateforme Legal Creatives existe. On a formé des centaines, des milliers de professionnels du droit à travers le monde pour les aider à découvrir cette méthodologie, la mettre en pratique tout de suite pour pouvoir sortir des formations et être prêt à vraiment faire du legal design de manière professionnelle pour soi-même, voire même pour des clients. Donc ça, c'est notre objectif, de démocratiser le legal design, faire en sorte que cette méthode soit connue du plus grand nombre pour que ceux et celles d'entre vous qui souhaitent l'utiliser, qui semblent vraiment intéressés, bien que vous puissiez avoir les outils pour mettre en pratique. Alors, n'hésitez pas à aller consulter donc, la plateforme Legal Creatives. Et merci, on te remercie beaucoup, Tessa, d'avoir été présente et nous accorder de ton temps pour nous familiariser avec cette technique qui est très importante aujourd'hui à connaître. Et maintenant, je pense que comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais peut-être passer la parole à Mariam pour qu'elle nous donne un peu un éclairage sur le développement de cette technique au Maroc. En fait, là, ça commence à être présent depuis peu. Et on voudrait savoir comment ça se manifeste. Est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce que ça apporte de la valeur à l'écosystème juridique? Merci Nana, bonjour à tous. Vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, normalement, c'est bon. Alors, je m'appelle Mariam Bentouja, je suis conseillère juridique et fondatrice de la plateforme lajuriste.ma et juridicart.ma. Et en fait, mon approche avec le legal design est un peu atypique
parce que j'ai commencé à faire du legal design sans savoir que ça s'appelait du legal design jusqu'à 1 an et demi à 2 ans plus tard. Et c'était super de pouvoir d'ailleurs mettre un mot ou un concept sur ce qu'on faisait. Et en 2017, à l'époque, j'étais chef de département juridique dans une boîte marocaine. Et je me suis rendu compte que les gens, en fait, comprenaient absolument pas leurs droits et leurs obligations aussi. Donc, ils ne savaient pas défendre leurs droits, mais en même temps, ils ne savaient pas non plus dénoncer des injustices cas de non-respect de leurs obligations. Et donc, forcément, les collègues viennent poser souvent des questions, les amis de la famille, les amis, la famille, et ainsi de suite. Et puis, un jour, en rentrant d'un voyage avec mon mari, je lui ai dit, écoute, pas ça normal avec toutes les tendances, les nouvelles tendances pédagogiques. On voit plein de motion design, plein de caricatures, etc. Pourquoi est-ce que les juristes n'utilisent pas ça pour sensibiliser les citoyens sur leurs droits, leurs obligations, en utilisant, j'étais persuadée qu'en mettant de la couleur, des formes et de la musique, ça changerait tout en fait. L'information passerait beaucoup plus facilement et donc on arriverait à sensibiliser. Du coup, j'ai pensé à une couleur un peu punchy, bleu turquoise, la juriste.ma écrite de façon très très simple et je me suis lancée sur les réseaux sociaux et alors là pour le coup, c'est vrai que j'avais une idée précise de ce que je voulais faire, mais pas du tout créative ou artiste ou quoi que ce soit. Donc, rapidement, j'ai cherché à collaborer avec un infographiste motion designer et qui m'a permis de faire ma première capsule vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, c'est toujours bilingue, c'est en arabe d'Alija et en français. Et c'était d'ailleurs sur l'une des questions qui revenait le plus souvent, en fait, c'était par rapport au rôle d'un huissier de justice. En fait, comment un huissier de justice peut, à travers une constatation ou à travers une notification d'un document, pouvait vraiment vous aider à défendre vos droits en constatant quelque chose, étant donné que sa parole et en fait, ces procès-verbaux ont énormément de valeur devant les tribunaux. Et donc voilà, c'est parti comme ça, avec une vidéo super punchy sur les réseaux sociaux, et ça a accroché. Et les gens ont beaucoup aimé, et forcément, il y a eu plein de questions derrière. Alors, on faisait des thématiques mensuelles, ça partait ça pouvait être sur l'huissier, ensuite c'était sur la protection du consommateur, et puis le mois d'après, c'était sur les ventes en l'état futur d'achèvement, et ainsi de suite. Et en fait, la communauté de la juriste.ma a énormément grandi. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un moyen vraiment super sympa pour sensibiliser dans un premier temps. L'idée, c'était vraiment de sensibiliser. Donc, on utilisait des illustrations, on utilisait beaucoup de vidéos en motion design. Alors, tantôt du motion design à 100%, et tantôt, on faisait aussi du physique animé. Donc, on pouvait voir une personne. Oui, voilà, merci Nala. Ça ressemble à ça. Et on a commencé à rédiger aussi des articles. Donc là, vous voyez un article sur le cumul des impayés, comment est-ce qu'on peut expulser un locataire mauvais payeur. Et donc, tout était automatiquement illustré en arabe et en français, avec justement l'idée, c'est de trouver cet équilibre, en fait, comme on dit Dora et Tessa, cet équilibre entre donner l'information et le conseil principal, ne pas passer à côté de ce qui est vraiment essentiel, mais en même temps en mettant de la couleur, en illustrant, parce que automatiquement ça attire l'œil, ça attire l'attention. Il faut se l'avouer. Alors, c'est vrai que Tessa a dit tout à l'heure, il y a trop d'informations. Mais il n'y a pas seulement trop d'informations, il y a aussi trop d'informations contradictoires. Et du coup, en fait, on ne sait plus où est l'information qui est fiable et qui est crédible. On n'arrive plus à faire le tri. Et en même temps, on assiste à une complexification du droit, il faut le dire. D'ailleurs, on parle de spécialisation du droit aujourd'hui de plus en plus. Dans les années à venir, on ne va plus parler de droit privé ou de droit public. On a trouvé le legal design, mais vraiment, on a fait des illustrations. On ne savait même pas que le terme legal design existait. Voilà, l'empathie et la créativité qui s'est mis en œuvre spontanément. Et au final, c'est ça le concept du legal design, c'est de faire preuve d'empathie, d'être attentif aux besoins
et de s'adapter à ce besoin via un processus de créativité. Donc, si vous voulez aller vers l'adoption de ce nouveau concept, on vous conseille d'être formé à ça. C'est un ensemble, comme je vous ai dit, un mindset déjà, donc une méthode à adopter. Et puis, cette méthode est accompagnée d'outils, donc certains outils aussi peut-être qui vont être nécessaires à utiliser dans ce processus. Admettons, l'utilisateur final a plus besoin que vous alliez rapidement. Ça va être des outils de rédaction automatisée ou d'optimisation. Donc, il y a divers outils, sans citer maintenant les solutions qui sont disponibles sur le marché du légal. Elles sont présentes, il y en a pas mal. Ici, elles se développent en France de manière exponentielle. Elles existent aux États-Unis. Tessa, je ne sais pas si tu en as parlé tout à l'heure. Je n'ai peut-être pas été attentive, mais aux États-Unis, c'est des techniques qui existent depuis plus de 20 ans. Donc, on n'invente rien, on s'inspire, et puis on adapte au marché. Ici en France, selon ce que j'ai constaté, c'est plus les legal tech qui permettent tout ce qui est rédaction automatisée qui émerge. Et ces solutions-là trouvent succès. Et puis, le legal design vient accompagner donc ces offres de services juridiques. Si on crée une solution, on va aussi aller la designer, la présenter de manière user-friendly. Voilà, tous ces concepts, je pense que certains les connaissent déjà, certains d'autres ne le connaissent pas du tout. Donc, pour tester votre performance à ce niveau-là, vos connaissances à ce niveau-là, on va vous mettre un lien qui va vous guider vers un quiz. Alors, je vous incite tous à faire le quiz pour évaluer un peu où vous en êtes. Moi, j'aimerais juste remercier Myriam pour sa présentation. C'était vraiment chouette de voir cette plateforme avec ce visuel vraiment punchy, très différencié, vraiment très pro en même temps, hein. Très, très chouette. J'ai beaucoup aimé et c'est un fabuleux exemple du Lego Design de se démarquer du marché si on ose. Alors, je pense que Myriam, tu as beaucoup osé et moi, j'adore cette approche-là très créative. Mais si vous vous sentez un peu moins, vous pouvez faire quelque chose de plus sobre dans l'esprit du Lego Design aussi. En tout cas, félicitations, j'adore les couleurs. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Tessa, tu as croisé quelques questions auxquelles oui, il y a quelques questions intéressantes. Amine demande la propriété intellectuelle du Lego Design. Bien, c'est comme toute création. Vous êtes propriétaire de votre création. Ce n'est pas du copier-coller qu'on fait. Cependant, lorsque on design le visuel, il y a beaucoup de visuels maintenant, d'outils visuels qui sont accessibles à nous, ce qui nous permet de produire du visuel beaucoup plus rapidement que l'on décide de le produire soi-même ou d'embaucher quelqu'un. On n'a pas besoin de commencer de zéro. On commence avec des templates, on commence avec ce que j'appelle des éléments visuels comme des lignes du temps, des tableaux, des graphiques qui vont nous permettre de faire cette production beaucoup plus rapidement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on enseigne à l'académie. Donc, vous êtes propriétaire de votre création. Bon, après, bien sûr, c'est selon les lois applicables. Mais bon, voilà, j'espère que ça donne un élément de réponse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Canon, je profite aussi de cette petite parenthèse pour présenter notre plateforme, notre offre de service qui est destinée aux justiciables et aux professionnels du droit et de la comptabilité. Donc, c'est une plateforme B2C, donc une plateforme d'annuariat et de référencement professionnel, recensant les professionnels du droit et de la compta donc présents sur la zone France-Maghreb.
Et donc, l'annuaire permet aux justiciables de se mettre directement en relation avec le professionnel de partenaire. Et sinon, il y a toujours cette possibilité pour les partenaires d'évoluer, ceux qui veulent vraiment aller vers une transformation digitale, de gagner en compétences et en compétitivité. Donc, ça met du temps à se télécharger. La plateforme n'est pas encore en ligne, donc je vais vous montrer vraiment le prototype de notre prochaine version. C'est une version qui a été conçue suite à une première itération. L'ancienne version avait été lancée en 2019 et celle-ci va venir compléter un peu, puisqu'on avait testé et on avait vu qu'on avait vraiment bien mieux situé à l'issue du test le besoin de part et d'autre, que ce soit des professionnels ou alors des justiciables. Le besoin auquel on souhaiterait vraiment répondre pour permettre le plus d'accès à des prestations juridiques de qualité. L'accès à la plateforme, l'inscription à l'annuaire est gratuite, donc elle est vraiment libre. Après, il y a des plans. Donc, le plan Marhaba permet l'accès directement à l'annuaire sans aucune condition, à part la condition d'éligibilité qui exige qu'on doit être professionnel effectivement donc du droit, avocat ou notaire ou expert comptable ou huissier. Le deuxième plan, c'est le plan STED. Donc, c'est celui-là qui va permettre aux professionnels souhaitant intégrer une transformation digitale ou alors augmenter en compétences, d'être accompagnés par nos partenaires comme l'Académie Légale Créative dans l'apprentissage de la technique du legal design ou alors, selon leurs besoins, être équipés peut-être de solutions legal tech. Le plan Sud, c'est vraiment destiné à ceux qui sont ultra spécialisés dans certaines disciplines impliquant la France et toute cette zone en fait, et pour qu'ils puissent accompagner de manière ciblée les justiciables. Voilà donc pour Qanoun, je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon en attendant que la plateforme soit en ligne. Comme ça, vous connaissez un peu en quoi ça consiste. Et je vous dis merci à tous d'avoir été présents et d'avoir été attentifs à nous, à ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. Et je vous dis tous à très bientôt. Merci, Tessa d'avoir été présente. Merci Dora. Merci Nahla. On vous a mis le lien, donc n'hésitez pas à faire le test pour évaluer vos degrés de compétences digitales. À très bientôt, j'espère aussi. Au revoir. Au revoir.